Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie et nous allons recevoir le photographe, M. Réal Brodeur. Tu vas recevoir Réal Brodeur un petit peu plus tard dans l'émission. Puis moi, j'ai pensé vous parler, au lieu de faire l'histoire de la photo à Saint-Hyacinthe, parce que dans le fond, ça prendrait beaucoup de temps, puis on a juste quelques minutes. J'ai pensé de te parler des fonds d'archives qu'on conserve ici au Centre d'histoire, mais des fonds d'archives de photographes. D'accord. Ah, OK. Donc, on en conserve plusieurs. C'est des centaines de milliers de photographies ou de négatifs. Donc, le premier, un qui est important, dans le fond, ça provient de la collection du séminaire. Hein, en effet, le séminaire conserve ses archives depuis sa fondation. Alors, nous, on a une belle collection de photographies d'étudiants du séminaire, des différentes classes, mais aussi des notables et des prêtres qui ont étudié ici. Fait que ça, c'est la première partie, dans le fond, de notre fonds de photographie. Quand la photographie apparaît, bien, déjà, on commence à avoir des clichés ici. Là, okay. Mais je ne pourrais pas dater exactement, ça part en quelle année, là, dans le fond du séminaire. Donc, on a d'autres fonds photographiques assez importants, dont celui de B.J. Hébert, Studio B.J. Hébert. On a des belles plaques de verre, des 8 pouces par 10 pouces de plaques de verre, des photos magnifiques de Saint-Hyacinthe. Alors, on parle d'à peu près 1883, les dates extrêmes du fond, jusqu'à 1970 à peu près. Pourquoi 1883? C'est que quand Hébert s'est installé à Saint-Hyacinthe en 1905, il a acheté tout le fond du studio Archambault. Archambault était là depuis quelques années, donc toutes ces photos-là, les négatifs ont suivi. En plus du studio Hébert, on a le fond de Marcel Harel. Je pense qu'avec M. Brodeur, vous allez en parler tantôt parce que c'est quelqu'un qui était important. C'est le studio Lumière. Monsieur Harel a fait beaucoup de photos de studio, des mariages, des événements, des photos de lieux. Tu sais, dans le fond, il remplissait des commandes qui lui étaient faites pour différentes occasions. Donc, on a une belle série de négatifs. On parle de quelle année à quelle année? Studio Lumière, c'est 1944 à 1978 après. Okay. Et puis, je crois que sa production après ça, c'est Régent Fontaine, un photographe qui avait pignon sur rue, sur Sicotte, là, qui a acquis son fonds qui n'avait pas été déposé ici. Puis, aujourd'hui, le fonds Régent Fontaine est ici. Puis, il y a une partie là, du fonds Studio Lumière qui est venue avec ça. Donc, en plus de Studio Lumière, B.J. Hébert, on a le Studio Candide, Candide Charpentier. Oui, qui était installé dans le Saint-Sacrement, c'est ça. Oui. Lui, il a fait beaucoup de photos scolaires, photos un petit peu d'événements, photos de personnages. En plus de ces fonds-là, on a aussi celui de François Larivière. François Larivière qui est toujours actif, qui travaille présentement pour le Courrier. Mais pendant un grand nombre d'années, à ses débuts, François Larivière a fait beaucoup de photos de studio, puis il a fait du corporatif, de photos d'événements. Il est embauché, disons, par la ville de Saint-Hyacinthe pour couvrir tel événement, tout ça. On a deux types de fonds d'archives de photographes, parce qu'on a des photographes de studio, mais on a aussi des photographes de presse, puis on a qui ont fait les deux. T'sais, comme Réal Brodeur, lui, son fonds, qui est maintenant le fonds Brodeur, Studio Brodeur Poitras, il y a une partie de son fonds, c'est sa partie studio. Par la suite, Poitras a ajouté, c'est des mariages, des individus, encore une fois. C'est clair que depuis un certain nombre d'années, le journal Le Courrier a donné plusieurs photographies. Donc, on a un fonds qui s'appelle le fonds Le Courrier de Saint-Hyacinthe, où c'est pas des négatifs. Là, c'est vraiment des photos qui ont servi à illustrer des articles. Et le principal photographe qui a produit ces photos-là, c'est Raymond Bélanger. Et je pense qu'il y a à peu près 7-8 ans, la famille Bélanger nous a versé le fond de l'œuvre de son père. Alors, depuis, je te dirais, 6 ans, on travaille fort à toutes les années pour traiter le fond de Raymond Bélanger pour qu'il soit accessible aux chercheurs. Et le dernier fonds en liste qu'on a, c'est celui de Robert Gosselin, qui est toujours actif aussi. Robert est arrivé, il nous a appelés, puis il est arrivé, je pense, il y a à peu près la veille de Noël, il y a 4 ans à peu près, en disant, là, je vous apporte mes négatifs. Il est arrivé avec 8 grosses caisses de négatifs. Toute sa production depuis le début, c'est des pochettes de 36 poses. Première pochette est numérotée numéro 1. La dernière que j'ai vue, elle a le numéro 24 000 quelque chose.
Donc, on a plusieurs centaines de milliers de négatifs là-dedans. Notre tâche dans l'avenir, mais ça va être de traiter ce fonds-là. Ça va être, il va falloir que quelqu'un s'installe là-dessus pendant plusieurs années. C'est beau d'avoir ces photographies-là, mais il faut aussi identifier les personnages, identifier les lieux, identifier l'époque des photos pour être capable de monter une base de données pour identifier, pour être que ça soit accessible aux chercheurs. Mais tout ça pour dire qu'on a une richesse exceptionnelle qui est conservée au Centre d'histoire et on est content de conserver ça puis de rendre ça accessible au public. Alors, j'invite les gens qui veulent peut-être pas voir nos photos, mais qui ont des demandes précises, tel événement, tel lieu, de nous appeler, de nous contacter. On va essayer de trouver ça, voir si on les a, puis ça va nous faire plaisir de les partager avec ces gens-là, moyennement quelques frais, évidemment, parce qu'il y a des coûts à conserver tout ça. Mais merci, Paul. On va aller rencontrer sans plus tarder notre ami Réal Brodeur. Bien, tu le salueras de ma part. Bien, avec plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes débuts? Disons que mes tout débuts, moi, sont venus par mon frère. Mon frère était photographe, qui lui avait commencé avec Marcel Larel au Studio Lumière et il était au journal Le Clairon à titre de rédacteur sportif et photographe. Et c'est tranquillement, parce que vers l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai eu accès à la Chambre noire et c'est moi qui développais les photos. Et une fois qu'on a fait la Chambre noire, bien, écoutez, le passage était facile à la caméra et de continuer. Je sais que tu es allé chez Raymond Bélanger. Oui. Disons qu'en photographie de presse, il faut dire que dans les années 60, ça a vraiment été le début de la photographie dans les médias régionaux. On sait que la photographie comme telle dans les journaux existait depuis 1940, par exemple, des photographies de guerre dans les grands quotidiens, tout ça. Pour ce qui est des hebdos, c'est venu un peu plus tard, cette facilité-là d'avoir autant de photographies dans les journaux. Et lorsqu'on dit autant de photographies, dans les années 60, vous savez, dans le Clairon, qui était à grand format, on publiait 5, 6, 7 photos par semaine. Et le Courrier était peut-être dans un nombre semblable, voire un peu moins. C'était vraiment le début de l'ère du photographe de presse régional. Est-ce qu'il y avait une association pour vous représenter? Oui, c'est qu'il y avait le comité paritaire des photographes. Ce comité paritaire-là était composé d'une association patronale et d'un syndicat qui, lui, regroupait les photographes de la Montérégie. On appelait ça dans le temps canton de l'Est. Alors là, il faut la faire 2000 heures par année durant 4 ans et demi et à tous les ans des examens. Alors, moi, lorsque j'ai commencé, il fallait que je travaille pour un photographe. Pour ça, tu ne pouvais pas avoir accès à ces nominations-là, d'où le contrôle de la profession, si tu ne travaillais pas pour un photographe. Alors, tu avais Marcel Larel qui embauchait, puis tu avais Raymond Bélanger, avec lequel j'avais une excellente relation, qui m'a embauché pour faire mes heures. Alors, j'ai passé les examens. La première année, on était une dizaine. Puis à la deuxième année, les examens étaient toujours retardés. Les examens, le secrétaire du comité paritaire était Georges Patnaud de la CSN. C'était pas CSN dans le temps, c'était le Conseil central. Et finalement, Georges, je poussais dessus, je disais « Hey, moi je veux mes examens », puis ça sortait pas. Mon épouse était secrétaire au comité paritaire des institutions religieuses, qui avait la même formule. Toutes les professions avaient cette formule-là, même les barbiers, coiffeurs. Je me souviens des barbiers, moi. C'est ça. Et là, il y a M. Chabot qui était là, qui était quelqu'un à qui je dois beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaissait en droit du travail, puis qui s'y connaissait dans le comité paritaire. Il en dirigeait un, et pas le moindre. Alors, il a parlé de la problématique que j'avais à Québec avec ces rencontres. Puis là, on m'a suggéré d'envoyer une lettre à Québec pour demander, vu que le comité paritaire, pour commencer, le président du syndicat, qui était André Lafortune, travaillait pour Marcel Larel
Alors, c'était eux, la composante du comité paritaire. Il y avait à moitié patron, moitié représentants syndicaux. Et c'est moi qui, suite à une demande au ministère du Travail, qui a obtenu l'abrogation du comité paritaire. Et puis, j'avais un document de ça, là. Je dois faire ça quelque part. Okay. Et là, c'est la Gazette officielle. Nous autres, au Clairon, on avait la Gazette officielle. Alors là, la Gazette officielle est arrivée. On était porte à porte avec Marcel Larelle du Studio Lumière. Alors, j'étais allé lui montrer que le comité paritaire était abrogé. Et la semaine suivante, j'avais de la publicité dans le journal pour annoncer. Tu nous parles, fait quelques fois, tu mentionnes Marcel Larelle. Oui. Mais lui, je sais que, moi, je suis du Centre d'histoire, on a toute sa collection, oui. M. Harel. On a aussi B.J. Hébert. Oui. Puis on a reçu, il y a quelques années, là, tout ce qui venait de Raymond Bélanger. Oui. Mais là, avec l'époque de Raymond Bélanger, là, on parle de photographie de presse. Oui, bien disons que si vous regardez, si vous me parlez de M. Hébert, M. Hébert, ça a vraiment été, avec Desnoyers, les premiers portraitistes ici à Saint-Hyacinthe. Eux travaillaient à la lumière naturelle à l'époque. Et M. Hébert, en termes d'artiste, c'était le plus artistique des photographes que j'ai connus. Puis pour ma part, il m'a beaucoup aidé. Parce que j'allais le voir faire analyser mes photos, puis il prenait le temps de me recevoir. Marcel Larelle est un excellent photographe aussi, mais il était doué d'une personnalité entrepreneuriale et d'une personnalité qu'il y avait beaucoup de difficultés avec la compétition. Et souvent, il y avait des propos à l'endroit des autres photographes qui, malheureusement, n'aidaient pas une belle relation. Alors, ce qui s'est produit, c'est que Marcel Larelle a été un des présidents fondateurs de l'Association provinciale des photographes. Il a été d'ailleurs parmi les premiers maîtres photographes au Québec. Et c'est lui qui a commencé dans la photographie couleur, parce qu'à l'époque, on travaillait en noir et blanc. Et la photographie couleur est arrivée dans les années entre 65 et 70, qui a été plus accessible. Et Marcel Larelle a été un des pionniers là-dedans. Et il a fait beaucoup de choses. C'est un grand innovateur. Raymond Bélanger, lui, était photographe. C'est quelqu'un qui, en photographie de presse, on a travaillé ensemble. Parce que moi, j'avais le contrat de la photographie du Clairon. Et je travaillais au Clairon en même temps. Et Raymond avait le courrier. On faisait photo pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Parfois, on se déplaçait pas toujours deux, mais on pouvait faire 4 photos sur des angles différents, de façon à ce que nos gens n'aient pas toute la même photo. Dans qu'est-ce qu'il s'agissait d'activités, si vous voulez, qui devaient aller à tous les journaux. Okay. Mais ensemble, on vient de voir plusieurs photographies. Oui. Il y en a un autre qui me revient à l'esprit, Candide Caméra. Oui, Candide, il a commencé un petit peu avant moi. Puis lui, on avait un peu moins de contact avec. Il était plus, il faisait du scolaire, du portrait, il était dans le Beau-Joli. Et dans les photographes, c'était un petit peu plus difficile de communiquer avec lui. Candide a été secrétaire de l'Association provinciale des photographes. Et moi, j'ai fait ce que je qualifie presque un coup de force. J'avais fait venir, la compagnie Kodak avait une exposition des photos des meilleurs photographes. Et avec Vincent Chartier, j'avais réussi à les faire venir ici au centre d'achat avec leurs photos. Et là, il y avait eu un 5 à 7 où tous les photographes locaux étaient là et j'ai réussi à faire une photo où nous étions tous, M. Hébert, Marcel Larelle, Candide, Raymond, on était tous là. OK, mais ça résume un peu tout ce temps-là. Mais si on parle de Réal Brodeur, après ça, photographe professionnel. Oui. Comment ça a débuté, tout ça? Alors, commencé, dès que j'ai parti à mon compte, je demeurais à Sainte-Rosalie, sur la rue Marquette, près de chez Germain-Larivière. Donc, j'ai aménagé le sous-sol en studio. Et c'est là que j'ai pu devenir membre de l'Association des photographes professionnels, parce que le comité paritaire, lui, regroupait seulement la Montérégie, là. Oh ouais. Alors, là, j'ai pu devenir membre, et c'est là que je suis devenu maître photographe au Québec. Maître photographe avec une barre, ça veut dire que je l'ai fait 2 fois.
Au même moment, j'ai obtenu un Craftsman au Canada ainsi qu'un Master 2 ans après. J'ai été le 4e Québécois à avoir ce statut-là au Canada. Alors ça, nécessairement, lorsqu'on fait ce genre de choses-là, c'est des photos que nous réalisons. C'est aussi de la formation que l'on fait. J'ai fait beaucoup de formation pour les photographes professionnels à l'Université de Sherbrooke. Je faisais des sessions de 30 heures. J'en ai même fait à Montréal souvent. Je faisais le tour des sections. Et tout ça, tous ces contacts-là m'ont énormément enrichi d'idées et de rencontres de personnes intéressantes. Et c'est là que j'ai compris que de sortir de sa ville apporte beaucoup. Tu as une époque à Drummondville aussi. Oui, parce que moi, parallèlement, j'ai 2 carrières. Je travaillais au Clairon pour commencer. J'étais directeur des ventes à l'âge de 20 ans. Par la suite, j'ai continué au courrier avec un célèbre Gérard Côté, mais moi, je travaillais au Clairon avec lui à mes débuts. On avait une excellente relation et lorsque Gérard a quitté, je suis devenu directeur des ventes au courrier. Par la suite, après le décès de Denis Shorty, ayant des ambitions de carrière, j'ai été recruté par le groupe Unimédia pour prendre la direction des hebdos à Drummondville et des agences de distribution. C'est ce qui a amené mon départ. Je voulais aller plus loin et faire plus. Plusieurs années, ça, à Drummondville? J'ai été 10 ans à Drummondville et j'avais 135 employés. Et à ce moment-là, au bout de 3 mois à Drummondville, mon patron m'a envoyé dans les autres divisions. On avait 18 hebdos à l'époque. Il m'a envoyé dans les autres divisions. Alors, du côté hebdo, j'ai entièrement restructuré Drummondville et j'ai même développé Drummondville. Le Drummondville s'est allé jusqu'à un édifice neuf et puis une réalisation complète. Mais à travers ce que tu dis, là, tu me résumes, moi, ce que j'ai toujours cru dans les organisations, tout ça, quand on veut que ça fonctionne, il y a un mot qui est important, c'est la passion. Oui. Puis ça, la passion, Réal Brodeur, il l'a toujours eu. Oui, absolument. Absolument. Il faut aimer faire qu'est-ce qu'on fait. Et moi, fondamentalement, ce que j'aime, c'est les gens. Et lorsque moi, j'ai des gens autour de moi, que j'ai des gens avec lesquels je peux apprendre et que je peux partager des connaissances, pour moi, c'est le bonheur total, là, que ce soit en photographie ou non. Et c'est pour ça que j'aime faire de la photographie, parce que la photographie, si on va dans ce secteur-là, lorsque je faisais de la formation photographe, tant chez les professionnels que dans les journaux, je leur disais, vous savez, le photographe, par rapport aux journalistes, le politicien ou la personne que vous avez à photographier lors d'un événement, il va me demander où est-ce que tu veux que je me place et qu'est-ce que tu aimerais que je fasse. Chose qu'ils ne demanderont pas à un journaliste, qu'est-ce que tu veux que je dise. Alors, c'est une relation qui est complètement différente avec les personnes. Alors, à partir de là, lorsque la photographie a commencé dans nos journaux, bien, ça a amené des intervenants locaux à voir leurs photos dans le journal, puis tout ça. C'est sûr que lorsqu'on photographiait quelqu'un, moi, je prenais grand soin que les gens soient bien placés, puis tout ça, parce que lorsqu'ils étaient mal placés, on comprendra que dès que le journal sortait, on le savait, hein, et on portait grande attention à ça. Ce qui n'empêchait pas une certaine photo d'événement qui était prise en action, comme souvent en politique. On pouvait photographier des gens qui étaient en train de parler, voire même, moi, j'ai fait une photo à l'inauguration de la Survie vivante de Maître Maurier qui se faisait allumer sa cigarette par Jean Lesage. Tu as connu la saga Le Clairon, Le Courrier, ou des gens des gens plus libéraux versus des gens conservateurs. Là, ça s'affrontait dans les idéologies. Là. C'était affronté d'une façon forte. Là. Ça avait commencé avec Tédé Bouchard à l'époque. Puis... Tédé Bouchard, moi, je l'ai connu au 50e anniversaire du Clairon, où j'étais là, j'avais participé à l'organisation. Et Tédé Bouchard était à l'Hôtel de Ville, et il y avait à l'époque,
peut-être 75, en tout cas vers la fin de sa vie. Il est décédé en 62, je crois. Dans ce coin-là, c'était le 50e anniversaire du Clairon. Et puis Teddy, ce qui m'a surpris, parce que moi j'observe beaucoup les gens et les expressions, c'était ce petit homme assis droit avec son habit bleu et sa canne. Mais ses yeux étaient tellement porteurs d'une vision, puis de dire, il faut que ça bouge, il faut faire de quoi. On sentait l'action dans sa démarche. Et c'est vraiment une personnalité marquante que j'ai touchée. Mais les politiciens, dans l'ensemble, il y a eu des politiciens froids, là, mais je pense à Daniel Johnson. Daniel Johnson était un politicien d'une convivialité, vous savez. Lui, lorsqu'il rentrait dans une pièce, une demi-heure après, il avait vu tout le monde. Mais surtout, il se rappelait les noms des gens. Lorsque je couvrais les campagnes politiques, Daniel Johnson, c'était à l'époque où chaque village avait son assemblée. Daniel Johnson, il nommait le 3/4 des personnes de la salle dans son discours. Si vous regardez les règles de marketing de nos politiciens d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Daniel Johnson faisait. Ton travail de photographe de presse t'a emmené à rencontrer toutes ces personnes-là. J'étais en contact constant avec eux autres. Qu'il s'agisse du conseil municipal, de la commission scolaire, qu'il s'agisse des clubs sociaux de l'époque, là, Club des Francs, Club Richelieu, Club des Lions qui a commencé. Il y avait beaucoup de dynamisme local. Le Club des Francs était pour les plus jeunes. Il y avait même les raquetteurs. Oui, bien ça, c'était dans le temps de Gérard Côté. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai pas photographié ça. Okay. Gérard Côté, aussi, moi, je travaillais avec au journal. Là. C'était tout un homme. Moi, je dois vous dire que j'ai travaillé facilement plus de 20 ans avec Gérard Côté. J'ai commencé avec Claude Clairon. J'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre avec Gérard Côté. C'était un gars que c'était très agréable de travailler avec. Il était toujours de bonne humeur. Il était toujours ouvert à faire des choses. Puis il m'a appris beaucoup de choses. Gérard Côté m'a... Parce qu'il devait être quelqu'un de très déterminé pour courir des marathons sous les 2h30 à l'époque. Là. Oui. Sans entraîneur personnel, rien. Là, vous savez que la passion, ça passe par la rigueur. Gérard Côté, il s'entraînait 3 ou 4 fois par semaine à Saint-Rosalie. Puis lorsque l'hiver, c'était le temps de la raquette, il était à ses raquettes. Puis il avait quand même 60 ans. Là. Gérard Côté a toujours eu une discipline pour lui, puis une grande rigueur. Et Gérard ne faisait pas les choses à moitié. Là. Non. Le coin était bien fait. Je pense pas. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en fin de vie. Là. Il était très agréable à rencontrer. Là. Ah non. Un être savoureux. Tu aurais te souvenir de la personne que tu penses avoir le plus souvent photographiée? Oh, là, vous me posez une question que j'ai bien de la misère à comptabiliser ça. Écoutez... Y a-t-il des gens, les maires, là? Oui, les maires, les députés. J'ai fait beaucoup de photos qui touchent au secteur artistique. Il faut dire qu'à l'époque, la photographie de presse se limitait aux politiques, aux clubs sociaux, au sport, parce que les sport, t'envoyais Raymond. Les 4 agents de bière. Raymond faisait beaucoup de sport. Moi j'en faisais un peu. Mais le sport, j'avais pas d'habileté là-dedans parce que je connaissais pas ça. Alors, moi, j'ai plus développé des choses du côté artistique. Alors, j'ai fait plusieurs photos, avant autres, avec Mme Gladu, par exemple, qui donnait des cours de ballet. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. J'ai fait beaucoup de choses à l'époque du théâtre Le Donjon avec M. Grisé. Bien, moi, j'allais faire des photos aux pièces que l'on passait dans le journal. Alors, c'était en 65, lorsque tu passais 5 à 7 photos par semaine dans le journal, dans toute l'activité qu'il y avait, bien, c'est sûr que l'exposition régionale, on y allait, c'est qu'on faisait une photo, mais c'est qu'aujourd'hui, les journaux, l'exposition régionale, dans la prochaine édition, il va y avoir une page photo avec une bonne douzaine de photos.
Ça n'empêchait pas qu'on en faisait, mais on ne faisait pas de photos qui n'étaient pas publiées non plus, parce que nous autres, on était payés à la photo publiée. Au niveau photographie, je t'arrêterai là, parce que tu pourrais m'en parler jusqu'à demain matin, là. Il y a une autre chose que j'ai pu constater chez toi, parce que je suis allé te rencontrer pour qu'on discute un petit peu en pré-entrevue. Puis je suis allé te voir chez toi, tu possèdes une maison patrimoniale. Oui. Peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont si on parle d'une autre passion, une passion là, de conserver, puis conserver pour soi, mais pour les générations futures. Oui. Tout ça. Est-ce que tu peux me parler de ta maison un peu? C'est très important, puis c'est ça que je comparais ça au centre d'histoire. Le centre d'histoire, c'est la mémoire de la ville. C'est pour ça que c'est si important. Mais c'est pour ça que lorsque vous regardez les gens qui sont près du centre d'histoire ou qui s'y impliquent, ça demeure une minorité de la minorité. Et à quelque part, c'est normal. Dans les maisons anciennes, moi, la maison que ça fait 35 ans que j'ai, bien écoutez, là, je l'ai acheté, je l'ai restauré. J'ai reproduit les rampes, je l'ai remis en état de restauration. Ah, j'ai vu que tu avais fait les rampes comme elles étaient. À l'époque. Et ça, je pense que c'est important parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous autres, lorsqu'on se promène, c'est une des richesses de Saint-Hyacinthe qui sont nos maisons anciennes, qui sont nos vieux immeubles. Et je pense que, en tant que citoyen, moi, c'est par plaisir que je l'ai fait. Puis que je le fais encore. Mais par devoir aussi. Bien, il y a une notion de dire, moi, je pense qu'on doit laisser quelque chose aux suivants. Je pense qu'on doit laisser quelque chose à nos jeunes. Vous devriez voir le nombre de personnes qui passent devant la maison chez nous, qui la photographient. Je vois souvent des jeunes qui prennent des cours de peinture, ils viennent dessiner à la maison. Alors, je pense qu'il y a une appartenance à ça. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait peut-être encadrer plus. Moi, je suis de ceux qui sont fervents d'identifier nos immeubles patrimoniaux à Saint-Hyacinthe, de dire ceux-là, on va s'arranger pour les protéger, voire même avoir une politique pour les protéger. Mais c'est pas parce qu'on voit de la vieille brique qu'il faut le conserver, là. Il faut faire attention, là. Non, faire attention. Puis à un moment donné, l'automne limite, là. Oui, puis ce qui mérite d'être conservé aussi. Bien, c'est ça. Puis il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. On peut avoir de la mémoire, mais on ne vit pas dans le passé, là. Moi, j'ai beaucoup de lampes à l'huile chez nous, mais je vais super à lampe à l'huile, mais dans la maison, j'ai l'électricité et j'en suis fort heureux. Alors, je pense qu'il faut un peu trouver un équilibre là-dedans, là, actuellement. OK, bien, merci beaucoup, puis merci de ton temps, puis on va terminer là-dessus. Puis je pense que cette entrevue-là peut rester dans... C'est là la force du numérique, peut rester présente pendant 1000 ans. Les gens pourront écouter, savoir ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe au 20e siècle. C'est grâce à des gens comme toi. Ça fait que je te remercie d'être venu à notre émission. Et là-dessus, c'est moi qui vous remercie, c'était très agréable.